Bonjour à tous. Dites-nous en commentaire d'où vous venez, et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Bonne écoute. Pendant le dîner dans un restaurant chic, le soir de notre nuit de noces, mon mari a insisté pour que je goûte le vin qu'il avait choisi lui-même. Quand je suis revenu à table après un appel, à ma grande surprise, le serveur s'est approché discrètement et m'a soufflé. S'il vous plaît, ne buvez pas dans le verre de gauche. J'ai hoché la tête comme si de rien n'était et, calmement, j'ai échangé les deux verres. Quelques instants plus tard, je suis resté figé. Mes doigts serraient le pied du verre avec une telle force que j'ai craint qu'il ne se brise. Ludwig me souriait à travers la table, les yeux brillants sous la lumière tamisée. Il leva son verre, celui de gauche, celui qui m'était destiné. Mon mari. Mon mari, que j'avais épousé ce matin même. Ludwig but une gorgée sans me quitter des yeux. J'ai tenté de sourire, mais mon visage refusait de m'obéir. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi ce serveur m'avait-il prévenu? J'ai jeté un regard autour de moi, cherchant l'homme, mais il avait disparu. Mon téléphone vibra à nouveau. Maman. Pour la 3e fois de la soirée. Je ne pouvais pas lui répondre maintenant, pas lui parler de la beauté du mariage, de mon bonheur, de la chance d'avoir épousé Ludwig. J'ai mis le téléphone en silencieux et l'ai posé face contre table. Ludwig parlait de demain, du départ, des billets. Je hochais la tête sans vraiment l'écouter. Mon regard restait fixé sur son verre. Il reprit une gorgée. Puis une autre. Moi, je n'y avais pas touché. On s'était rencontrés il y a 6 mois à peine. Une romance fulgurante, une demande en mariage, puis la cérémonie. Tout le monde disait que ça allait trop vite, que je ne le connaissais pas. Ma mère pleurait, me suppliait d'attendre. Mes amis chuchotaient derrière mon dos. Mais moi, j'étais convaincu que c'était l'amour de ma vie. Soudain, Ludwig fronça les sourcils et desserra sa cravate. Une goutte de sueur glissa sur son front. Il but encore, comme pour repousser le malaise soudain. Il fait chaud ici, non, marmonna-t-il en s'essuyant le front avec une serviette. Je gardais le silence. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le restaurant pouvait l'entendre. Ludwig pâlit brusquement. Sa main trembla, la fourchette tomba sur l'assiette dans un bruit métallique. Il tenta de sourire, mais ce fut un rictus étrange, crispé. Je me sens bizarre, souffla-t-il, et je vis ses pupilles se dilater. Je devais parler, faire quelque chose. Appeler à l'aide, demander une ambulance. Mais j'étais cloué à ma chaise, paralysé par la peur et l'incrédulité. Ce n'était pas possible. Pas ce soir. Pas avec l'homme que j'avais épousé. Ludwig essaya de se lever, mais ses jambes le lâchèrent. Il s'agrippa à la table, renversant son verre. Le vin rouge se répandit sur la nappe blanche comme du sang. Je me levai d'un bond, mais pas pour l'aider. Je fis un pas en arrière, comme si j'étais face à un homme contaminé. Les clients des tables voisines se retournaient. Un cri. Des serveurs qui accourent. Et moi, je restais debout, regardant mon mari s'effondrer, déformé par la douleur et l'incompréhension. Le serveur réapparut à mes côtés. Il évita mon regard, mais je sentais sa tension. Il se pencha vers Ludwig, faisant semblant de l'aider, mais je vis son œil inspecter rapidement le fond du verre. Une foule s'amassait autour de nous. Quelqu'un criait. Appelez une ambulance. D'autres tentaient de le ranimer. Et moi, j'étais là, en retrait, comme un fantôme le jour de mon propre mariage. Ludwig ouvrit les yeux et me fixa. Son regard ne reflétait ni douleur ni peur. Il était rempli de rage. Pure, brute, brûlante. Et j'ai compris d'un coup, il savait que j'avais changé les verres. Il pensait que j'avais tenté de l'empoisonner. Le gérant du restaurant arriva en courant. Il demanda ce qui s'était passé. Ludwig articula quelque chose en me désignant du doigt. Je n'entendis pas les mots, mais je vis ses lèvres bouger et son bras trembler, pointé vers moi. Le gérant se tourna vers moi, inquiet, suspicieux. Il commença à poser des questions, mais sa voix me parvenait comme à travers l'eau. Je fis un pas en arrière. Puis un autre. Personne ne faisait attention à moi. Tous étaient concentrés sur Ludwig. Sauf le serveur. Il me fixait, et dans ses yeux, je lus quelque chose qui changea tout. Pars. Je me retournai et marchai vers la sortie. Pas en courant, cela aurait attiré l'attention.
Juste à pas mesurés, contrôlés. J'essayais de respirer calmement. De ne pas penser. Au vestiaire, je pris mon sac et enfilai mon manteau léger. La préposée me sourit, ignorant tout de ce qui se passait à l'intérieur. Je lui rendis son sourire, mécanique, vide. Dehors, je respirais à plein poumon l'air frais du soir. Les bruits de la ville me submergèrent, klaxons, voix, musique d'un bar voisin. La vie continuait. Alors que la mienne venait de s'effondrer. Je ne savais pas où aller. Pas chez nous, c'est là qu'on me chercherait en premier. Chez mes parents? Mais que leur dire? Que mon mari avait tenté de m'empoisonner le soir de notre mariage? Que j'étais parti en le laissant agoniser sur le sol du restaurant? Je sortis mon téléphone. Des dizaines d'appels manqués, maman, amis, collègues. Tous voulaient me féliciter, savoir comment se passait cette journée si spéciale. J'éteignis le téléphone. Un taxi passa avec son voyant vert. Je levai la main, il s'arrêta. Je montai à l'arrière et donnai l'adresse du seul endroit où je pouvais disparaître, un petit hôtel à la périphérie de la ville, où j'avais séjourné avec une amie l'année précédente. Le chauffeur de taxi parlait du temps, des embouteillages, de la beauté que je dégageais. Je répondais par monosyllabes, espérant qu'il ne remarquerait rien. Qu'il ne verrait pas que j'étais en robe de mariée, sans bagages, seul, tard le soir. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'étais démuni. Quelques billets dans mon sac. Une carte bancaire, un téléphone. Pas de vêtements, pas de papier, tout était resté dans l'appartement de Ludwig, là où nous devions rentrer après le dîner. Ludwig. Qu'est-ce qui lui arrivait maintenant? Était-il encore en vie? Les secours étaient-ils arrivés? Qu'avait-il dit à mon sujet? M'avait-il accusé de tentative d'empoisonnement? Mes pensées tournaient en boucle, mon cœur battait à tout rompre. J'avais du mal à respirer. J'ai entrouvert la fenêtre, laissant entrer un peu d'air frais. Le chauffeur m'a lancé un regard inquiet dans le rétroviseur, mais il n'a rien dit. On passait devant des rues illuminées, des restaurants, des clubs, des scènes de la vie ordinaire. Une vie qui, encore ce matin, était la mienne. Ce matin. Il y a seulement quelques heures, je me tenais devant le miroir dans ma robe de mariée heureuse, amoureuse, sûre de mon choix. Maman pleurait en ajustant mon voile. Mes amis s'agitaient autour de moi pour peaufiner les derniers détails. Et moi, je ne pensais qu'à Ludwig, à notre avenir, à notre vie ensemble. Le taxi s'est arrêté devant l'hôtel. J'ai payé, laissant un généreux pourboire pour éviter les questions, et je suis sorti du véhicule. L'hôtel était exactement comme dans mon souvenir. Un petit immeuble de 3 étages, avec une enseigne au néon et une façade vieillissante. Pas très chic, mais c'était parfait. L'anonymat. La réceptionniste, une femme âgée au regard fatigué, m'a dévisagé avec curiosité. Évidemment une mariée seule, sans bagages, à une heure pareille. J'ai marmonné une histoire de surprise pour mon mari, qu'il arriverait plus tard. Elle n'y a pas cru, mais elle s'en fichait. Elle a pris ma carte bancaire, a encodé une nuit, et m'a donné la clé d'une chambre au 2e étage. La chambre était minuscule, impersonnelle, un lit double, une table de chevet, une vieille télé, une salle de bain minuscule. J'ai verrouillé la porte, mis la chaîne, et seulement alors, j'ai pu respirer. Mes genoux ont lâché, et je me suis laissé glisser au sol le long du mur. Je tremblais. Pas de froid, de choc, de peur, de tout ce que je venais de comprendre. Mon mari avait tenté de m'empoisonner. Le soir de notre nuit de noces. L'homme à qui j'avais confié ma vie, mon avenir, mon cœur. Je ne savais pas combien de temps j'étais resté là, les genoux contre la poitrine. Des minutes? Des heures? Tout devenait flou, comme une peinture qui coule sous la pluie. Le bruit d'un téléviseur dans la chambre voisine m'a ramené à la réalité. Je me suis levé, engourdi, et je suis allé jusqu'au miroir. Une étrangère me regardait. Pâle, les yeux écarquillés par la terreur, le mascara coulé, les cheveux en bataille. La robe de mariée, qui ce matin semblait sortie d'un rêve, avait maintenant l'air ridicule et sinistre. Je l'ai retirée et laissée tomber au sol, puis je suis allé sous la douche brûlante. L'eau emportait le maquillage, la laque, le parfum, tous les vestiges de cette mariée heureuse que j'étais encore ce matin. Mais elle ne lavait ni la peur, ni le désespoir. Enveloppé dans une serviette de l'hôtel, je me suis assise au bord du lit. Et maintenant? Où aller?
Que faire? J'ai rallumé mon téléphone. L'écran s'est rempli de notifications, appels manqués, messages, emails. Je les ai ignorés et ouvert le navigateur. Avec des doigts tremblants, j'ai tapé le nom du restaurant suivi du mot « incident ». Rien. Trop tôt pour que les médias s'en emparent? Ou peut-être que tout s'était bien terminé? Peut-être que Ludwig était tombé malade pour une autre raison? Peut-être que j'avais mal compris? Mais les mots du serveur résonnaient encore dans ma tête. S'il vous plaît, ne buvez pas dans le verre de gauche. Il savait. Il avait vu Ludwig mettre quelque chose dans mon verre. Et il m'avait averti. J'ai composé le numéro du restaurant. Après quelques sonneries, une voix masculine a répondu. J'ai dit que j'étais inquiète pour mon mari, qu'on s'était disputé et que j'étais partie, mais que maintenant je voulais savoir ce qui s'était passé. L'homme a hésité, puis a répondu sèchement que le client avait été emmené à l'hôpital par les secours, mais qu'il n'en savait pas plus. Je l'ai remercié et raccroché. Donc Ludwig était vivant. En tout cas, il l'était quand les secours sont arrivés. Qu'avait-il dit au médecin? À la police? M'avait-il accusé? J'ai ouvert mon sac et vidé son contenu sur le lit. Un rouge à lèvres, une poudre, une brosse, un portefeuille avec du liquide et mes cartes, les clés de mon ancien appartement que je comptais louer. Et le sac de Ludwig. Je suis resté figé. Quand est-ce que je l'avais pris? Je ne me souvenais pas. Probablement dans la panique, en quittant le restaurant. J'ai ouvert son sac. Portefeuille, clés, téléphone, quelques papiers. J'ai pris son téléphone. L'écran était verrouillé. Mais je connaissais le code, la date de notre rencontre. Ludwig me l'avait montré un jour, alors qu'il conduisait et m'avait demandé de lire un message. Le téléphone s'est déverrouillé. J'ai ouvert ses messages, son journal d'appel, ses emails. Rien de suspect à première vue. Des échanges pro, des conversations avec des amis, des messages avec moi. J'ai ouvert sa galerie. Des photos de notre mariage, prises aujourd'hui. Ludwig souriant, me tenant par la taille. Moi, riant, les yeux pleins d'amour. On coupe le gâteau. On danse notre première danse. Heureux. Amoureux. En apparence. J'ai fait défiler plus loin. Des photos de nous, ces derniers mois. La mer. Un dîner. Une promenade au parc. Des moments simples, heureux. Et puis, je suis tombé sur une photo qui m'a glacé. Prise il y a un mois. Ludwig dans un bureau, serrant la main d'un homme en costume. Sur la table, des papiers. J'ai zoomé pour lire ce qu'il y avait dessus. Une police d'assurance. J'ai reconnu mon nom. Et le montant 5 millions d'euros. Assurance vie. À mon nom. Avec Ludwig comme bénéficiaire. La pièce a tourné autour de moi. Je me suis accroché au bord du lit pour ne pas tomber. Ça ne pouvait pas être vrai. Il devait y avoir une autre explication. Peut-être un cadeau? Une surprise pour me sécuriser. Mais les mots du serveur ont retenti à nouveau dans ma tête. S'il vous plaît, ne buvez pas dans le verre de gauche. J'ai continué à chercher. J'ai ouvert sa boîte mail, fait défiler les messages reçus. La plupart étaient professionnels. Ludwig occupait un poste important dans une entreprise de BTP. Rien d'inhabituel. Puis j'ai vérifié les messages envoyés. Et j'ai trouvé un mail, envoyé une semaine plus tôt, à une adresse que je ne connaissais pas. Il ne contenait qu'un numéro de téléphone et une phrase. Appelle quand ce sera prêt. J'ai ouvert ses contacts et retrouvé ce numéro. Il était enregistré simplement sous la lettre K. Aucun nom, aucune autre information. J'ai regardé l'historique des appels. Le dernier appel à ce numéro datait de ce matin, juste avant notre mariage. Il avait duré moins d'une minute. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je ne voulais pas croire ce que je commençais à comprendre. Je ne voulais pas admettre que l'homme que je venais d'épouser avait peut-être planifié ma mort. J'ai ouvert son navigateur et vérifié l'historique. La majorité des recherches avaient été effacées, mais quelques requêtes restaient visibles. Poison sans goût ni odeur. Comment reconnaître un empoisonnement? Prescription pour meurtre. Tout a recommencé à tourner. J'ai lancé le téléphone sur le lit et couru aux toilettes. J'ai vomi.
J'étais recroquevillé sur le carrelage glacé, tremblant de dégoût et de sanglots. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être vrai. Et pourtant, tout indiquait que Ludwig avait planifié ma mort. Il avait souscrit une assurance vie à mon nom, pour une somme énorme, et tenté de m'empoisonner le soir de notre mariage. Je suis retourné dans la chambre et j'ai repris son téléphone. Il me fallait d'autres preuves. Il fallait que je comprenne. J'ai regardé ses photos de plus près. Et j'ai découvert autre chose d'étrange, plusieurs clichés de ma meilleure amie, Victoria. Pas des photos de groupe, non. Uniquement elle. Victoria sortant de chez elle. Victoria montant dans une voiture. Victoria dans un café. J'ai ouvert leur conversation. Rien d'anormal à première vue, des messages sur mon anniversaire, des questions sur mes goûts. Mais ensuite, j'ai vu qu'il manquait des messages. Des trous dans la chronologie, des échanges effacés. J'ai vérifié ses applications bancaires. La plupart étaient protégées par un mot de passe, mais l'une s'est ouverte. Et là, j'ai vu des virements réguliers vers un compte nommé VR. Victoria Riccardi. Ma meilleure amie. Le dernier virement datait d'hier. Montant, 20 000 €. Motif, consultation. Je n'en croyais pas mes yeux. Victoria, mon amie depuis la fac. Celle à qui je confiais tout. Elle était complice de Ludwig. Le téléphone a vibré dans ma main. Je sursautai. Appel entrant. Le nom s'afficha: Maximilien. Le frère de Ludwig. Je ne le connaissais pas bien. Il vivait dans une autre ville et n'était venu que pour le mariage. J'ai rejeté l'appel. Quelques secondes plus tard, il a rappelé. Je l'ai ignoré à nouveau. Puis un message est arrivé. Ludwig est à l'hôpital. Où es-tu? La police te cherche. La police. Bien sûr. Ludwig avait retourné la situation. Il m'avait accusé. Me faisait passer pour la coupable. J'ai éteint son téléphone et l'ai jeté sur le lit. J'ai rallumé le mien. Des dizaines d'appels manqués, de messages. Ma mère, mes amis, Victoria. Un message de Victoria, envoyé il y a une demi-heure. Barbara, qu'est-ce qui se passe? Le frère de Ludwig m'a appelé, il a dit que tu avais tenté de l'empoisonner. C'est de la folie. Rappelle-moi. Hypocrite. Elle savait. Elle était de mèche. Elle recevait de l'argent. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert un site d'actualité locale. Dans la rubrique « Faits divers », une brève venait d'être publiée. Un homme hospitalisé après un possible empoisonnement dans un restaurant du centre-ville. Pas de nom. Pas de détails. Mais je savais de qui il s'agissait. Et maintenant? Où aller? Que faire? Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Pas aller chez mes parents ni chez des amis. La police me chercherait déjà là-bas. J'avais un peu d'argent liquide, une carte bancaire qu'il bloquerait sûrement vite, un téléphone traçable. Et une robe de mariée qui m'interdisait de sortir sans attirer les regards. J'ai regardé autour de moi. Dans l'armoire, un peignoir d'hôtel. Standard. Je pouvais le mettre pour sortir discrètement, acheter des vêtements dans une supérette ouverte la nuit. Mais après? Fuir la ville? Le pays? Avec quoi? Je n'avais même pas mon passeport. Aller voir la police? Leur dire la vérité? Mais quelle preuve avais-je? La parole d'un serveur contre celle de Ludwig. Et à qui croirait-on, un homme d'affaires respecté ou une épouse paniquée qui s'est enfuie? J'ai repris le téléphone de Ludwig. Il me fallait plus de preuves. Quelque chose de concret à montrer à la police. J'ai fouillé ses notes, son agenda, même les réglages. Rien d'étrange. Puis je me suis souvenu des dossiers cachés. Un jour, Ludwig m'avait dit qu'il gardait ses documents importants dans un dossier protégé sur son téléphone. J'ai ouvert l'explorateur de fichiers et activé l'affichage des éléments cachés. Une seule apparut protégée par mot de passe. J'ai essayé celui du téléphone. Refusé. La date de notre mariage. Toujours rien. Puis je me suis souvenu d'une autre date que Ludwig utilisait souvent, celle de la mort de sa mère. Il disait que c'était le jour qui avait changé sa vie à jamais. Le mot de passe fonctionna. Le dossier s'ouvrit. Et ce que j'y vis me coupa le souffle.
Des photos. Des dizaines de photos de femmes. Certaines que je reconnaissais, elles étaient à notre mariage, présentées comme d'anciennes collègues. D'autres m'étaient inconnues. Et des documents. Des polices d'assurance. Des certificats de mariage. Des actes de décès. Ludwig avait été marié avant. Pas une fois, comme il me l'avait dit, mais 3. Et toutes ses épouses étaient mortes dans des circonstances étranges, peu de temps après le mariage. La première dans un accident de voiture. La deuxième une chute du balcon. La troisième noyée pendant leur lune de miel. Et à chaque fois, Ludwig avait touché l'assurance. À chaque fois, il était le veuf éploré, la victime d'un destin cruel. Et moi, j'étais censé être la 4e. Une autre tragédie accidentelle. Un autre virement bancaire. Je ne savais pas combien de temps j'étais resté là, figé devant ces documents, ces photos. Des minutes? Des heures? La réalité s'effaçait encore une fois, remplacée par un cauchemar éveillé. Le bruit d'un coup frappé à la porte me ramena brutalement à la réalité. Je sursautai, laissant tomber le téléphone. « Qui est-ce » demandai-je, essayant de garder une voix normale. « Police » répondit une voix d'homme. « Ouvrez, s'il vous plaît. » Mon cœur s'arrêta net. Comment m'avait-il retrouvé? Si vite? Une minute, répondis-je, paniqué, réfléchissant à toute vitesse. Je saisis le téléphone de Ludwig et mon sac. Je balai la pièce du regard. La fenêtre. 2e étage. Pas si haut. En dessous, il devait y avoir un auvent, puis un massif de buissons. On frappa à la porte plus fort, avec insistance. « Madame Collins, nous savons que vous êtes là. Ouvrez la porte. » Je courus à la fenêtre et l'ouvris. L'air frais de la nuit s'engouffra dans la chambre. Je me penchai. Oui, un auvent. Et des buissons en dessous. Les coups à la porte redoublèrent. J'entendais des voix, ils parlaient de défoncer la porte. Je fourrai le téléphone de Ludwig et mon sac dans les poches du peignoir, montai sur le rebord et, sans réfléchir davantage, je sautai. L'atterrissage sur l'auvent fut brutal. Une douleur aiguë me traversa la cheville, mais je retins un cri. Je glissai et tombai dans les buissons. Ils amortirent le choc, mais mon genou heurta violemment la terre. J'entendis du bruit à l'étage, ils venaient d'enfoncer la porte. Ils allaient vite comprendre que j'étais passé par la fenêtre. Boitillant, je me mis à courir, fuyant l'hôtel dans l'obscurité. Sans me retourner, sans m'arrêter, sans penser à ce qui m'attendait. Je courais simplement. Aussi loin que possible de ce cauchemar qu'était devenu ma nuit de noces. La nuit qui devait marquer le début d'une vie heureuse, et qui s'était transformée en fuite désespérée. Je courais dans les rues vides, sans savoir où j'allais. La douleur dans ma cheville battait au rythme de mes pas, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Le vent glacé traversait le fin tissu de mon peignoir d'hôtel, mais la peur me tenait chaud. Je regardais sans cesse derrière moi, m'attendant à voir des policiers ou des hommes de Ludwig. Mais personne. Pas encore. Quelques rues plus loin, je ralentis. Il fallait réfléchir. Où aller? Que faire? Je n'avais ni papier, ni vêtements normaux. Juste un peu d'argent, une carte bancaire sans doute bientôt bloquée, et le téléphone de Ludwig ma seule preuve. Je me réfugiai sous l'auvent d'un petit magasin pour reprendre mon souffle et rassembler mes idées. Quelques voitures passaient, mais la ville s'endormait. Il était presque minuit. Mon mariage avait eu lieu ce matin. Et pourtant, j'avais l'impression que ça remontait à une autre vie. Je devais trouver un endroit sûr. Un autre hôtel, où personne ne penserait à me chercher. J'ai sorti mon téléphone et ouvert une appli de réservation. Mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais pas à taper correctement. Finalement, j'ai trouvé une auberge bon marché, à l'autre bout de la ville. Simple, discrète, avec possibilité d'arriver sans réservation. Parfait. J'ai commandé un taxi via l'appli, mais j'ai indiqué un point de rendez-vous à quelques rues de là. Je ne voulais pas que l'adresse de l'hôtel d'où je venais figure dans l'historique. En attendant la voiture, j'ai rangé le téléphone de Ludwig bien au fond de ma poche, et j'ai éteint le mien, au cas où il serait localisé. Le taxi est arrivé 10 minutes plus tard. Le chauffeur, un homme âgé à la moustache grise, m'a regardé d'un air curieux, mais n'a rien dit. Je lui ai donné une adresse proche de l'auberge, encore une précaution.
Durant tout le trajet, je suis resté recroquevillé contre la portière, sursautant au moindre bruit. Mes pensées s'embrouillaient. Je n'arrivais toujours pas à croire que tout cela m'arrivait. Ce matin, j'étais une jeune mariée heureuse. Et maintenant? Une fugitive, soupçonnée de tentative de meurtre. Quand le taxi s'est arrêté, j'ai payé en liquide et marché dans la direction opposée à celle du lieu réel, attendant qu'il disparaisse au coin de la rue. Puis j'ai changé de direction et me suis dirigé vers l'auberge d'un pas rapide. L'endroit était exactement comme je l'imaginais, un vieux bâtiment à 3 étages, une enseigne terne. À la réception, un jeune homme au dreadlock somnolait. Il a sursauté en me voyant entrer et m'a dévisagé, surpris une femme en peignoir d'hôtel, au milieu de la nuit, ça ne passe pas inaperçu. J'ai vite inventé une histoire, une agression, un vol, plus rien sur moi, j'avais juste besoin d'un toit pour la nuit. Il n'avait pas l'air convaincu, jusqu'à ce que je sorte ma carte bancaire. Il a tout de suite cessé de poser des questions, a validé une nuit, m'a donné une clé pour le 3e étage et s'est replongé dans son téléphone. La chambre était minuscule, un lit simple, une table de nuit, une armoire, une minuscule salle de bain. Mais pour moi, c'était un palais. J'ai verrouillé la porte, mis la chaîne et coincé la poignée avec une chaise. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai osé souffler. J'étais en sécurité. Pour l'instant. Je me suis assise au bord du lit et ai repris le téléphone de Ludwig. Il fallait que je fouille plus en profondeur, que je trouve toutes les preuves de ces crimes. J'ai rouvert le dossier caché, celui où étaient stockés les documents concernant ses précédentes épouses. Première épouse Elena Collins, née Stevens. Mariage enregistré il y a 6 ans, durée 4 mois. Cause du décès, accident de voiture. Ludwig n'était pas au volant, il n'était même pas dans la voiture. Alibi parfait. Versement de l'assurance, 3 millions d'euros. Deuxième épouse Anna Collins, née Rodriguez. Mariage enregistré il y a 4 ans, durée 3 mois. Cause du décès, chute du balcon. Aucun témoin. Ludwig était au travail au moment des faits. Encore un alibi en béton. Versement, 4 millions d'euros. Troisième épouse Irene Collins, née Wilson. Mariage enregistré il y a 2 ans, durée 5 mois. Cause du décès, noyade pendant des vacances à la mer. Ludwig, soi-disant, était allé chercher des boissons au bar. Assurance, 4 millions et demi. Et maintenant, moi. Barbara Collins, née Thompson. Assurance vie, 5 millions d'euros. J'étais censé être son meilleur investissement. Un haut le cœur me prit. Je me précipitai dans la salle de bain et restai longtemps penché au-dessus du lavabo, luttant contre la nausée. Un peu d'eau froide sur le visage m'aida à reprendre mes esprits. Je retournai au téléphone et repris mes recherches. Dans ses contacts, plusieurs numéros n'étaient identifiés que par des initiales. J'ouvris la conversation avec KM et trouvai une série de messages courts, codés. Les dates coïncidaient avec le début de notre relation et nos fiançailles. Cible confirmée. Dossier prêt. Produit livré. Effet sous 30 à 40 minutes. Indétectable. Le dernier message avait été envoyé ce matin, juste avant le mariage. Aujourd'hui, c'est la fin. Paiement après confirmation. Je continuais à chercher et retomber sur ce que j'avais déjà vu dans l'application bancaire de Ludwig, des virements réguliers vers un compte nommé VR. Victoria Riccardi. Ma meilleure amie. Le dernier transfert datait d'hier. Montant, 20 000 euros. Motif, consultation. Victoria, mon amie depuis la fac. Celle à qui je confiais tout. Elle était complice de Ludwig, elle l'avait aidé à me piéger. Je rouvris la galerie, cette fois avec attention, et remarquai ce que j'avais raté la première fois, plusieurs photos de Victoria prises en cachette. Victoria sortant de chez elle. Victoria montant dans une voiture. Victoria dans un café. Et une photo qui me coupa le souffle. Victoria et Ludwig, ensemble, dans une chambre d'hôtel. En train de s'embrasser. La date, il y a 2 semaines. À ce moment-là, Victoria m'avait dit qu'elle partait voir ses parents à Milan. La trahison me heurta plus forte encore que la tentative de meurtre. Ludwig était un inconnu, au fond. Mais Victoria. J'ouvris ses messages. Barbara, qu'est-ce qui se passe? Le frère de Ludwig m'a appelé, il a dit que tu avais essayé de l'empoisonner. C'est de la folie. Barbara,
s'il te plaît, réponds. Je m'inquiète. La police te cherche. Que se passe-t-il? Rappelle-moi. Hypocrite. Elle savait. Elle était complice. Elle prenait de l'argent. Couchait avec lui dans mon dos. Et maintenant, elle essayait de me piéger. Je composais son numéro. Elle décrocha dès la première sonnerie, comme si elle attendait mon appel. Victoria se mit à parler vite, nerveusement, me demandant où j'étais, ce qui s'était passé, pourquoi j'étais parti du restaurant. Elle disait qu'elle s'inquiétait, que tout le monde me cherchait, que Ludwig était à l'hôpital. J'écoutais sa voix, si familière, si proche. Et pourtant, c'était celle de quelqu'un qui m'avait trahi. Quand elle fit une pause, je lui posai une seule question. Pourquoi? Pourquoi tu l'as aidé? Combien il t'a payé pour ma vie? Victoria se tut. Puis elle se mit à nier, à dire qu'elle ne comprenait pas de quoi je parlais. Je lui parlais des photos, des virements, de ce que je savais à propos de sa relation avec Ludwig. Silence à nouveau. Puis sa voix changea. Devint froide, étrangère. Tu es folle, dit-elle. Tu inventes. T'as aucune preuve. Et ce qu'elle ajouta après confirma définitivement sa culpabilité. Où es-tu? Dis-moi où tu es. Je viens. On parle, juste toi et moi. Je me mis à rire. Un rire amer, désespéré. Je lui dis de ne pas se donner cette peine, je ne lui dirai jamais où je suis. Et que j'avais toutes les preuves sur le téléphone de Ludwig, qui était avec moi. Elle hurla alors. Tu as volé son téléphone. T'es malade. Rends-le tout de suite. C'était tout ce qu'il me fallait. Je raccrochai et bloquai son numéro. Puis j'éteignis le téléphone maintenant, je savais avec certitude qu'ils allaient me traquer. Je me suis allongé sur le lit, serrant contre moi le téléphone de Ludwig, ma seule preuve du complot contre moi. La fatigue m'est tombée dessus d'un coup, comme une couverture lourde. Mes yeux se fermaient malgré moi. Ma dernière pensée avant de sombrer fut: il faut que je trouve un avocat. Demain. Demain sans faute. Un bruit sec me réveilla. Des coups frappaient à la porte. Fort, insistant. Je me redressai d'un bond, perdu pendant quelques secondes, incapable de me rappeler où j'étais, ce qui s'était passé. Puis tout revint. Le mariage, le restaurant, le vin empoisonné, la fuite. Les coups reprirent. Je me figeai, retenant mon souffle. Qui est-ce, pensais-je? La police? Des gens envoyés par Ludwig? Comment m'ont-ils retrouvé? Femme de chambre, dit une voix de l'autre côté. Vous aviez demandé une serviette? Je n'avais rien demandé. C'était un piège. Je me levai sans bruit et m'approchai de la porte. Je regardai dans le Judas. Une femme en uniforme se tenait là, une pile de serviettes dans les bras. Mais sa posture, la manière tendue dont elle fixait la porte, quelque chose clochait. Laissez-les devant la porte, s'il vous plaît, dis-je d'une voix que je voulais naturelle. Elle hésita, puis déposa les serviettes au sol et s'éloigna. J'attendis quelques minutes, l'oreille tendue. Silence. Peut-être que je devenais paranoïaque? C'était peut-être vraiment juste une femme de chambre. Je repoussai la chaise qui bloquait la porte et l'ouvris prudemment. Les serviettes étaient là. Je les attrapai rapidement et refermai la porte, remettant aussitôt la chaise contre. C'est alors que je vis un petit papier plié entre les serviettes. Je le dépliai. Ils savent que tu es ici. Pars tout de suite. L'écriture m'était inconnue. Aucune signature. Qui m'avait prévenu? Et comment cette personne savait-elle que j'étais là? Je courus à la fenêtre et regardai prudemment dehors. En bas, devant l'entrée de l'auberge, une voiture de police était garée. 2 agents discutaient avec le réceptionniste, qui pointait en direction de l'étage. La panique me saisit. Je tournai en rond dans la chambre, cherchant une issue. Il n'y en avait pas, ou peut-être que si. Je retournai à la fenêtre. 3e étage. Trop haut pour sauter. Mais juste à côté poussait un arbre. Une de ses branches touchait presque la vitre. Peut-être que... Je m'habillai en vitesse. Toujours ce peignoir d'hôtel, je n'avais rien d'autre. Je glissai les téléphones dans mes poches, vérifiai que j'avais l'argent et la carte. Puis j'ouvris la fenêtre.
l'air frais du matin entra dans la chambre. Je me penchai. La branche était plus proche que je ne le pensais. Si je pouvais juste l'attraper. On frappa de nouveau. Plus fort cette fois. Police. Ouvrez la porte. Je n'avais plus le choix. Je grimpai sur le rebord de la fenêtre, tendis le bras et saisis la branche. Elle ploya sous mon poids, mais tint bon. Je tirai sur mes bras, passai une jambe par-dessus. Derrière moi, la porte craqua, il tentait de l'enfoncer. Je pris une grande inspiration et sautai. La branche craqua dangereusement, mais ne cassa pas. Je m'y accrochai tant bien que mal, cherchant un appui avec mes pieds. Je réussis à atteindre une branche plus basse et me mis à descendre, m'agrippant au tronc et aux rameaux. D'en haut, j'entendis des cris, ils étaient entrés et avaient découvert ma fuite. Je pressai le mouvement, oubliant la prudence. Les 2 derniers mètres, je sautai, tombant durement sur l'herbe. Sans attendre, je me mis à courir, loin de l'auberge, dans la direction opposée à la voiture de police. Je tournai au coin d'une rue, puis d'une autre. Je courus jusqu'à ce que mes poumons brûlent. Je finis par m'arrêter dans une cour, caché derrière des bennes à ordures. Il fallait réfléchir. La police me cherchait. Ils savaient à quoi je ressemblais. Et ce peignoir me rendait bien trop voyante. Je sortis le téléphone de Ludwig et l'allumai. Il me fallait encore des preuves, quelque chose pour prouver mon innocence. Le téléphone démarra, mais au lieu de l'écran de verrouillage, un message apparut. Appareil verrouillé à distance. Veuillez contacter l'administrateur. Ludwig. Ou son frère. Ils avaient bloqué le téléphone. Toutes les preuves que j'avais trouvées venaient de disparaître. Je frappai le sol du poing, désespéré. Ma seule preuve venait de m'échapper. Je rallumai mon propre téléphone. Je devais prendre le risque. J'avais besoin d'aide. Et je connaissais une seule personne qui pourrait me croire, ma mère. Dès que le téléphone fut allumé, les notifications affluèrent. Je les ignorai et appelai son numéro. Elle décrocha immédiatement, comme si elle attendait cet appel. Elle parlait vite, paniquée, passant d'un sujet à l'autre. Elle pleurait, me demandait où j'étais, ce qui s'était passé, pourquoi j'avais fui. Elle me dit que la police était venue chez eux, avait posé des questions. Que Ludwig était à l'hôpital, mais hors de danger. Que tout le monde disait que j'avais essayé de l'empoisonner. Je tentais de lui expliquer. Je lui racontais l'avertissement du serveur, l'échange des verres, tout ce que j'avais trouvé dans le téléphone de Ludwig. Les précédentes épouses, l'assurance vie, le complot avec Victoria. Maman resta silencieuse. J'entendais seulement sa respiration saccadée. Puis elle parla, et sa voix me parut lointaine, méfiante. « Barbara, tu vas bien ? Tu prends encore tes médicaments ? » Ces médicaments. Elle parlait de la dépression que j'avais eue après la mort de papa, 3 ans plus tôt. Oui, à cette époque, j'avais pris des antidépresseurs quelques mois. Mais ça remontait. Depuis longtemps, j'allais bien. J'ai tenté de la convaincre que je disais la vérité, que je n'étais pas folle, que Ludwig avait vraiment essayé de me tuer. Mais plus je parlais, plus sa voix devenait inquiète. « Barbara, écoute-moi, dit-elle enfin. Où es-tu ? Je vais venir te chercher. On ira ensemble voir la police, on va régler ça. Tout ira bien, je te le promets. » Je connaissais ce ton. Celui qu'on emploie avec les gens fragiles, instables. Elle ne me croyait pas. Elle pensait que je délirais, que j'inventais tout ça. « Maman, soufflai-je, la gorge nouée par les larmes, je ne suis pas folle. Tout ce que je t'ai dit est vrai. Ludwig a tenté de m'empoisonner. J'avais des preuves, mais son téléphone a été bloqué à distance. »« Bien sûr, ma chérie, » répondit-elle avec cette même voix douce et rassurante. « Je te crois. Dis-moi juste où tu es, je viendrai. » Elle ne me croyait pas. Personne ne me croirait. Je n'avais plus de preuves. Juste ma version contre celle de Ludwig. Et à qui ferait-on confiance ? À un homme d'affaires respecté ou à sa femme instable, avec un passé de dépression ? J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Les larmes ont coulé sur mes joues, mais je ne les ai pas essuyées. J'étais seul. Complètement seul. Personne ne me croyait, personne ne viendrait m'aider. Je suis resté là, caché derrière les poubelles,
pendant des heures, sans savoir quoi faire. La faim et la soif commençaient à me ronger, mais j'avais peur de sortir. Mon peignoir me rendait trop visible, et il ne me restait presque plus d'argent pour m'acheter des vêtements. Finalement, je me suis décidé.